Un meurtre sauvage. De nombreux suspects et des éléments contradictoires. Mais le département médico-légal est sûr d'une chose. Le meurtrier connaissait la victime. Et cette certitude fournit dès le départ un avantage aux enquêteurs. Un tueur en série rôde et la police n'a aucune piste. Jusqu'à ce qu'un enquêteur remarque ce que personne d'autre n'avait vu, une empreinte digitale sur la peau de l'une des victimes. Mais encore faut-il trouver le moyen de la prélever. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour suivre ensemble deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Dans la première, une jeune fille rêve de donner libre cours à ses projets artistiques. À 19 ans, ses choix ne sont pas encore fixés. Sera-t-elle mannequin, chanteuse ou comédienne? En attendant les opportunités, elle exerce le métier de serveuse dans un bar de nuit. Mais sa beauté n'attire pas que les regards des garçons de son âge. Pour beaucoup de jeunes femmes, il est difficile de résister à l'attrait de la scène, des salles de spectacle et des arts. Âgée de 19 ans, Heather Stigliano pensait avoir tout ce qu'il fallait pour réussir. Elle aimait poser, défiler et monter sur scène. Elle avait aussi une voix superbe. Après le lycée, Heather entend bien faire carrière, mais elle décide finalement de remettre ses rêves de gloire à l'année d'après pour faire plaisir à sa mère. Je venais tout juste de divorcer et elle m'avait promis de rester un an avec moi jusqu'à ce que je m'en remette, et au bout d'un an, elle a déménagé. Elle part s'installer à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, où elle compte quelques amis. Elle voulait entrer dans le monde du spectacle. Je sais qu'elle adorait chanter, par exemple. Pour moi, c'est l'une des raisons de son départ pour Myrtle Beach. C'était l'endroit idéal pour ça, là-bas. Heather loue un petit appartement dans cet immeuble près de la plage et se fait engager comme serveuse. Elle ne parvient cependant pas à se faire engager comme chanteuse et elle confie à sa mère qu'elle est découragée. Elle voulait que je la rejoigne. Elle avait le mal du pays et les choses ne se passaient pas aussi bien qu'elle l'avait espéré. C'est la dernière fois que Suzanne entend le son de sa voix. Une semaine plus tard, des amis découvrent le cadavre d'Heather dans son appartement. Elle a été battue, poignardée et étranglée avec du fil électrique. Ce crime est l'un des plus violents que j'ai jamais vu en tant que procureur. Les enquêteurs trouvent des débris de plastique près du cadavre d'Heather. Il y avait des petits morceaux, des débris de plastique noir. Il y en avait sur le corps et un peu partout dans la pièce autour du corps. On ne savait pas du tout ce que c'était. Aucune trace d'effraction, même si le mobile semble être le vol. Son portefeuille, son appareil photo, son poste de télévision et sa voiture ont disparu. On ne comprenait pas comment le meurtrier avait pu entrer dans l'appartement. On était extrêmement inquiets et on voulait tout faire pour l'arrêter, elle ou lui, avant qu'il ne commette un autre meurtre. La police émet un avis de recherche pour la voiture d'Heather, une Chevrolet de 10 ans immatriculée en Pennsylvanie. On dispose d'un réseau fédéral, géré informatiquement par le FBI à Washington, le NCIC, Centre national de données criminelles. On signale les voitures volées, les objets volés, à peu près tout ce qu'on veut, et l'avis est transmis dans tout le pays. Le NCIC, le Centre national des données criminelles, est un organisme fédéral géré par le FBI. Alors il comporte un système d'analyse et de récupération des dossiers criminels et contient plus d'1 million de données, éléments récoltés sur des scènes de crime, modèles d'armes utilisées pour commettre des meurtres et curriculum vitae, bien sûr, des suspects. Utilisé par la police et par l'ensemble des systèmes judiciaires américains, il peut aussi être consulté par les services des douanes et de l'immigration, ainsi que les autorités policières des États. Dans notre affaire, les enquêteurs espèrent que cette centrale de renseignement pourra leur fournir des informations sur la destination des objets dérobés dans l'appartement d'Heather Stigliano. Parallèlement à cette démarche, un médecin légiste procède à l'autopsie du corps de la jeune fille.
Lors de l'autopsie, le médecin légiste photographie et mesure les plaies visibles sur le corps d'Heather. Il en décompte pas moins de 40. Je réalise des croquis, je prends des photos et je pose des feuilles de papier calque sur le cadavre pour dessiner les plaies. Ces feuilles sont ensuite conservées comme pièces à conviction. À partir de l'état de décomposition du corps, le docteur Downs estime que la mort d'Heather remonte à 1 semaine. Le corps a reçu plusieurs coups de couteau post-mortem. Certaines blessures avaient certainement été infligées lors des tout derniers instants avant sa mort. Et il était évident que le meurtrier avait utilisé au moins 3 méthodes différentes pour la tuer, parce qu'elle avait aussi du fil électrique autour du cou. Le médecin légiste découvre également une marque de chaussures ensanglantées sur le t-shirt d'Heather et des entailles qui ressemblent à des coups de couteau sur le haut de la nuque. Dans les 2 cas, cela voudrait dire que le meurtrier a tenté de la plaquer au sol. En revanche, le kit de viol ne révèle la présence d'aucun ADN masculin. Un médecin légiste essaie toujours de déterminer du mieux qu'il peut ce qui a pu arriver à la victime. Dans une affaire comme celle-là, le meurtre d'une jeune femme, on fait absolument tout notre possible pour répondre à ces questions. Sur la scène de crime, les enquêteurs découvrent tout de même un indice très intéressant. L'individu a placé un oreiller sous la tête d'Heather. Mais curieusement, aucune trace de sang. Moi, il avait été placé là bien plus tard. Je dirais même après le meurtre. Et apparemment, le meurtrier connaissait sa victime. Sur la scène de crime, les enquêteurs découvrent plusieurs indices concernant l'identité du meurtrier d'Heather Stigliano. Ils constatent qu'il est revenu sur les lieux pour tenter de nettoyer l'appartement. On a retrouvé du sang à plusieurs endroits, mais il est certain que quelqu'un avait tenté de tout effacer, les taches et tout le reste. Un technicien de la police scientifique applique un produit chimique, du noir amido, dans la salle de bain et sur le sol de la cuisine. On l'utilise sur toutes les scènes de crime. C'est un produit qui réagit au contact du sang séché. Il révèle par exemple des traces de pas partiellement visibles ou même totalement invisibles. Quelques secondes après son application, plusieurs empreintes de chaussures apparaissent. Des traces de chaussures de sport, pointure 45. Et ce sont les mêmes empreintes que celles retrouvées sur le t-shirt d'Heather. Maintenant, on sait qu'elles appartiennent au meurtrier. Ça fait beaucoup de bien de trouver ce genre de preuves aussi bien pour l'enquête qu'intérieurement. En quête de suspects, les enquêteurs interrogent les amis d'Heather, ses collègues et connaissances. Et ils sont très nombreux. Elle était très avenante. Elle adorait être avec ses amis. En fait, elle aimait beaucoup avoir du monde autour d'elle. La police découvre qu'Heather avait un ex-petit ami, Jack Norton, un pilote stationné sur la base aérienne de Pope, non loin de là. Heather vivait des moments difficiles et elle voulait se réconcilier avec lui. On ne savait pas s'ils s'étaient remis ensemble, mais si c'était le cas, ils auraient très bien pu se disputer à nouveau avec les conséquences que l'on connaît. Les enquêteurs s'adressent aux autorités militaires pour savoir où Norton était stationné la semaine où Heather a été tuée. Là-bas, on nous a dit qu'il était parti en mission. Il n'était pas là au moment des faits. Cette semaine-là, Norton était en Arabie Saoudite. Il est donc rayé de la liste des suspects. La famille d'Heather indique alors aux enquêteurs qu'elle a eu des problèmes avec un homme lors de la fête d'Halloween, plusieurs jours avant le meurtre. Elle dit même qu'un capitaine de l'armée de l'air du nom de Robert Dolan l'aurait agressée sexuellement au cours de la fête. Elle avait un peu trop bu ce soir-là. Et elle m'a raconté qu'elle pensait avoir été violée par le mari de l'une des invitées, alors qu'elle avait plus ou moins perdu connaissance. Je crois qu'il était dans l'armée de l'air depuis près de 17 ans et qu'il avait 3 enfants. Et c'était un bon mobile parce que si on l'apprenait, ça aurait sans doute brisé sa carrière. La police suspecte également la femme du capitaine Dolan. On a eu l'impression que Carol avait entendu dire qu'Heather allait porter plainte après l'agression sexuelle de son mari.
Et évidemment, ça lui donnait une bonne raison d'avoir soit commis elle-même cet homicide pour tirer son mari d'affaires, soit de l'avoir mis au courant pour qu'il s'en charge lui-même, à moins qu'ils n'aient fait le coup tous les deux. Néanmoins, Heather n'a jamais porté plainte contre lui. Lors de l'interrogatoire, le capitaine Dolan et sa femme se montrent très coopératifs et laissent la police prendre leurs empreintes. J'ai comparé leurs empreintes digitales à celles retrouvées sur la scène de crime. Mais aucune d'entre elles ne correspondait. On ne pouvait l'inculper de quoi que ce soit, mais on n'était pas sûr pour autant qu'il soit innocent. Les enquêteurs identifient alors un quatrième suspect, Chris Harkins, un ami d'Heather. Il lui est arrivé de séjourner chez elle lorsqu'il venait à Myrtle Beach pour ses affaires. Après avoir interrogé Chris, on a découvert qu'ils étaient juste amis, qu'ils n'avaient pas de relations sexuelles. Il n'y avait rien entre eux. En outre, Harkins a un alibi. Il était à Lexington, en Caroline du Sud, à 250 km de là, le jour du meurtre d'Heather. Au point où nous sommes parvenus dans cette enquête particulièrement complexe, permettez-moi d'en résumer brièvement les faits. Heather Stigliano, une jeune femme de 19 ans, artiste en herbe, est sauvagement assassinée dans l'appartement qu'elle loue dans une station balnéaire de Caroline du Sud. Elle a été frappée de 40 coups de couteau et étranglée à l'aide d'un fil électrique. Puis, un oreiller a été déposé sous sa tête, ce qui laisse penser à un psychologue comportementaliste qu'Heather connaissait son agresseur. Grâce à l'emploi du noir amido, qui colore en bleu foncé les protéines présentes dans le sang, des marques de semelles de chaussures de sport de taille 45 ont pu être prélevées sur le sol. 4 suspects potentiels ont été provisoirement disculpés. Jack Norton, un ex-petit ami pilote de chasse qui se trouvait en Arabie Saoudite au moment du meurtre. Robert Dolan et sa femme Carol. Dolan avait harcelé sexuellement la jeune femme quelques jours plus tôt et sa femme aurait pu vouloir faire taire Heather. Mais leurs empreintes ne correspondent pas à celles recueillies sur la scène de crime. Enfin, Chris Harkins, un ami de la victime, mais lui aussi possède un alibi. Alors tandis que les policiers semblent dans l'impasse, une nouvelle information relance l'enquête. C'est alors que les enquêteurs reçoivent un appel inattendu d'un antiquaire de Powell's Island, à 40 km de là, en Caroline du Sud. Lui et sa femme ont appris la nouvelle du meurtre d'Heather dans le journal et ils pensent avoir des informations susceptibles d'aider la police. Ils nous ont parlé d'un homme qui était venu à la boutique. Apparemment, il venait de se battre et il essayait de vendre un appareil photo. Cet appareil photo est de la même marque et du même modèle que celui qui a disparu de l'appartement d'Heather. Dès le début de la conversation, ils l'ont trouvé suspect. Il s'est même quelque peu emporté quand ils ont refusé de le lui acheter. Il leur a dit qu'il avait besoin d'argent. Tout ça avec un regard qui vous glace le sang. Il le décrit comme un homme blanc d'environ 35 ans, aux cheveux bruns. Il a même eu la présence d'esprit de noter son numéro de plaque minéralogique sur un gobelet. Elle était enregistrée au nom d'Heather Stigliano, notre victime. Je dois avouer qu'à ce moment-là, on a exulté. C'était un suspect de première importance. On avait enfin une piste solide dans cette affaire. Un antiquaire donne à la police le signalement précis de l'homme qui roulait avec la voiture d'Heather Stigliano. À partir de ce signalement, la police dresse ce portrait robot qu'il distribue à tous les journaux de la région. Et cela paie. Très vite, la police est contactée par les ouvriers d'une entreprise de bâtiment de Myrtle Beach. Ils savent qui se cache derrière ce portrait robot. Ils nous ont dit qu'un ouvrier du nom de James Whipple avait travaillé ici, peu avant de disparaître sans raison. Il n'avait jamais appelé, il n'avait jamais donné de nouvelles. Il était parti depuis maintenant une semaine, ce qui correspondait parfaitement à la chronologie. James Whipple a 38 ans et il a un casier judiciaire dans 4 États.
Il avait déjà été condamné pour cambriolage, vol qualifié, utilisation illégale de véhicules et quelques petits larcins. Il avait même été condamné une fois ou deux pour conduite en état d'ivresse et refus d'obtempérer. 6 jours plus tard, la police retrouve Whipple à Melbourne, en Floride, au volant de la voiture d'Heather Stigliano. Tout le monde jubilait. En une journée, on avait retrouvé à la fois le suspect et la voiture. Mais quel lien, s'il y en a un, Whipple peut-il avoir avec Heather Stigliano? Les enquêteurs découvrent que Whipple connaissait l'ami d'Heather, Chris Harkins. Ils avaient travaillé ensemble dans le passé. Mais c'était l'unique lien que Whipple avait eu avec Heather à l'époque. Ils s'étaient brièvement rencontrés, puis il était parti avec Chris. Il n'y avait aucun autre lien entre Heather et Whipple. La voiture d'Heather renferme une véritable mine d'indices. J'ai découvert bien plus de choses que je ne l'espérais. J'ai effectué mes fouilles de manière méthodique, en commençant par l'extérieur, puis l'intérieur. Sous le siège avant, les enquêteurs trouvent un couteau scie tordu, un fer à repasser brisé, une paire de chaussures de sport pour hommes et des vêtements tachés de sang. Ils confient le couteau au médecin légiste, le docteur Jamie Downs. Lorsque j'ai eu ce couteau-ci entre les mains, j'ai regardé l'écartement de ses dents. Les pointes du couteau dépassaient, et j'ai remarqué qu'elles étaient placées à intervalles réguliers, ce qui correspondait parfaitement. Le docteur Downs compare ensuite la taille des dents aux marques de couteau sur la peau d'Heather. Une fois encore, tout correspond. Toutes les écorchures au niveau de sa nuque, juste derrière l'oreille, ne dépassaient pas 1 centimètre et correspondaient parfaitement au couteau que possédait le suspect. Le docteur Downs s'intéresse également au fer à repasser trouvé en possession de Whipple et conclut qu'il a également été utilisé lors du meurtre. Steve Derrick veut alors déterminer si les débris de plastique noir trouvés sur la scène de crime proviennent bien de ce fer à repasser. À partir de là, c'est devenu un vrai puzzle. Une fois que tout a été photographié, on a commencé à recoller tous les morceaux entre eux. Après plusieurs essais et quelques erreurs, Derrick constate que les morceaux s'emboîtent parfaitement. Les morceaux retrouvés sur les lieux et le fer à repasser dans la voiture prouvaient la présence de Whipple sur la scène de crime. Les enquêteurs examinent également les chaussures de sport trouvées en possession de Whipple. C'est du 45, soit la même pointure que les empreintes de chaussures trouvées dans le sang sur la scène de crime. Steve Derrick utilise de la poudre dactyloscopique rouge ordinaire pour obtenir l'empreinte de la chaussure droite, avant de l'appliquer sur un transparent. La taille et les dessins de la semelle sont identiques. Plus important encore, les caractéristiques accidentelles sont quasiment les mêmes. Il y avait plusieurs petites entailles et des zones usées sur la semelle de la chaussure qu'on retrouvait dans l'empreinte ensanglantée laissée dans la salle de bain. La chaussure droite, qui était en possession de Whipple, était bien la bonne. Cela ne faisait aucun doute. Derrick conclut également que c'est cette chaussure qui a laissé l'empreinte ensanglantée sur le t-shirt d'Heather. Le dessin de la semelle des chaussures de Whipple correspondait parfaitement à l'empreinte laissée sur le t-shirt. Et les tests prouvent que le sang sur les vêtements trouvés dans la voiture est aussi celui d'Heather. Ils sont parvenus à ce résultat en déterminant d'abord le groupe. Ce sang correspondait à son groupe sanguin. Ensuite, il contenait les mêmes enzymes que le sien. Vous conviendrez avec moi que si James Whipple, le meurtrier présumé d'Heather Stigliano, avait voulu se faire arrêter, il n'aurait pas fait autrement. Car le nombre de preuves accablantes qu'il livre à la police est une énigme. Il conduisait la voiture de la jeune fille assassinée. Il avait conservé le couteau-scie utilisé pour lui taillader le cou.
ainsi que la paire de chaussures qu'il portait au moment de l'agression et dont les empreintes de semelles étaient présentes sur le sol, et le t-shirt ensanglanté de la victime. Il possédait par ailleurs le fer à repasser, dont des fragments de plastique jonchaient le sol de son appartement. Comment expliquer que le meurtrier ait pu conserver dans la voiture de la victime un nombre d'indices aussi considérable? Souhaitait-il se faire arrêter et confesser son crime afin d'alléger sa conscience? La suite de l'histoire semble confirmer cette hypothèse. Dès son tout premier interrogatoire, James Whipple avoue. Il m'a avoué que c'était bien lui le meurtrier, et il a même ajouté qu'il méritait la peine de mort pour ce qu'il lui avait fait. James Whipple raconte à la police que c'est son addiction au crack qui a détruit sa vie et que c'est le besoin d'argent pour acheter la drogue qui l'a poussé à commettre le crime. La famille et les amis de la victime ne pourront pas vivre normalement tant que justice n'aura pas été faite. Sa famille nous a confirmé qu'il avait de réels problèmes de drogue et qu'il n'arrivait pas à supporter l'idée d'avoir perdu sa femme, son mariage, ses enfants et tout le reste à cause de ça. Selon eux, il ne contrôlait plus rien. Whipple connaît Heather Stigliano. Il sait aussi qu'elle travaille comme serveuse et qu'elle a donc forcément de l'argent liquide chez elle. Il savait qu'elle travaillait dans un restaurant, qu'elle avait de bons pourboires quasiment tous les soirs. L'accusation est convaincue que Whipple est allé chez Heather pour une seule et unique raison, l'argent. Il demande à la jeune femme si par hasard son ami Chris est là, sans doute une ruse pour savoir si elle est seule. Heather lui répond qu'elle peut lui donner son numéro et l'invite à entrer quelques instants. Whipple, qui a pris de la drogue à ce moment-là et a un grand besoin d'argent, en profite pour se jeter sur elle. Il la frappe avec le fer à repasser, faisant au passage voler en éclats la partie en plastique. Puis il l'étrangle. Whipple emporte tout l'argent qu'il trouve, ainsi que plusieurs objets qu'il espère revendre. Avant de repartir avec la voiture de Heather. Le lendemain, Whipple raconte qu'il est revenu chez Heather pour nettoyer l'appartement. Il efface ses empreintes digitales et tente de nettoyer le maximum de sang. Mais il a oublié le t-shirt et les empreintes de chaussures. Avant de partir, Whipple place l'oreiller sous la tête d'Heather comme pour s'excuser de son geste. Il prend également le soin d'emporter le fer à repasser et le couteau, retrouvés par la suite en sa possession. Mais voilà, il va commettre l'erreur de tout de suite vouloir revendre l'appareil photo à un antiquaire, celui-là même qui va prévenir les autorités. On n'achète pas d'appareil photo. On a bien fait comprendre au jury que Jim Whipple était le seul coupable de ce meurtre. Il l'avait avoué, pas seulement aux policiers, des aveux d'ailleurs validés par le juge, car fait de son plein gré. Il avait avoué devant des journalistes. Il avait avoué devant des surveillants pénitentiaires. Il avait écrit des lettres à tout le monde pour qu'ils sachent ce qu'il avait fait. Je n'ai jamais vu une personne suspectée de meurtre se confesser comme ça et réclamer la peine capitale en le répétant aussi souvent. James Whipple est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, mais il n'est pas condamné à la peine capitale. Au lieu de cela, il est condamné à perpétuité
sans possibilité de libération conditionnelle. Je crois que c'est la seconde fois au cours de ma carrière que je vois un crime aussi horrible. En termes de blessures infligées à la victime, toutes les souffrances qu'elle a dû endurer et toute la violence qu'il a déchaînée sur elle pour la tuer. Je mérite cette peine à laquelle vous m'avez condamné. Je regrette terriblement ce que j'ai fait et j'aimerais tellement qu'elle soit encore là, ou même prendre sa place, mais je ne peux pas. La police scientifique a non seulement identifié le coupable, mais elle a aussi révélé toute l'horreur de cet homicide. James Whipple souhaitait mourir. Et durant son procès, les membres du jury l'ont effectivement reconnu passible de la peine capitale. Mais le juge l'a épargné, préférant lui infliger une peine de prison à perpétuité. À l'annonce du verdict et de la sentence, Whipple a adressé un message à la mère de la victime. « J'ai honte pour tout ce que j'ai fait. Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée à votre famille », lui a-t-il écrit avant de rejoindre le pénitencier dans lequel il a été incarcéré pour de très très longues années. Le besoin d'argent pour acheter du crack a motivé son acte abominable. La consommation de cette drogue provoque des effets et des conséquences similaires, mais plus brefs et plus violents encore que ceux de la cocaïne. Elle provoque une forte stimulation mentale, une impression de rêve, et s'achève par une dépression brutale qui appelle bien sûr une nouvelle prise. Sur le long terme, les personnes toxicodépendantes au crack sont exposées aux crises cardiaques, aux détresses respiratoires, aux accidents vasculaires cérébraux, aux crises d'épilepsie et aux troubles gastro-intestinaux. Elles sont également sujettes à des hallucinations et à des psychoses paranoïaques, voire un état suicidaire. Pour autant, vous l'aurez compris, les effets dévastateurs que provoque cette drogue ne peuvent d'aucune manière justifier les actes criminels. Si de futurs malfrats suivent cette émission, j'espère qu'ils y réfléchiront à deux fois avant de passer à l'acte. En effet, depuis une trentaine d'années maintenant, toute une batterie de nouvelles technologies est mise au service de la police scientifique. Autopsie, recherche d'empreintes digitales et d'ADN, analyse vocale, reconstitution faciale, microscopie électronique, études balistiques et informatiques, identification des matériaux. Ces outils sophistiqués permettent aujourd'hui de voir l'invisible et de comprendre l'inimaginable, même quand les indices sont presque inexistants. Voilà sans attendre plus notre seconde enquête. Texas City, au Texas, est l'un des sites les plus importants de raffinage des États-Unis. L'industrie du pétrole demande beaucoup de main-d'œuvre. Il y a une population importante de travailleurs contractuels qui viennent ici de tout le pays pour travailler dans les raffineries. Et ça a un impact sur notre communauté, sur les services de police, à tous les niveaux, circulation, délinquance, j'en passe. Ce qui va arriver ce matin du 16 mai 2001 en est la triste illustration. Au petit matin, dans les marais du sud de la ville, des employés municipaux font une découverte macabre. Ils découvrent les corps de deux jeunes femmes au bord d'un chemin de terre. La première victime qu'on a vue était nue, mis à part ses chaussures, ligotée et couverte de sang. La deuxième fille était pleine de sang et nue aussi. Leurs vêtements sont éparpillés tout autour d'elles. Le contenu de leur sac à main a été répandu par terre. Le médecin légiste estime qu'elles sont mortes depuis moins de 6 heures, c'est-à-dire aux alentours de minuit. J'ai vu beaucoup de personnes mortes et j'ai vu des tas d'homicides depuis, mais je n'ai jamais rien vu de tel.
Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu le premier corps, la première victime qui gisait là, c'était impossible de ne pas percevoir la rage qui avait dû animer le tueur. On pouvait sentir sa colère. C'était une scène vraiment horrible. On avait affaire à quelqu'un qui n'avait absolument aucune considération pour les autres êtres humains. Il était mauvais et en colère. C'est ce que j'ai pensé immédiatement. Les deux jeunes femmes sont identifiées. Il s'agit de Dana Feazell, 31 ans, et Camille Kelleman, 32 ans. La police découvre que ce sont deux prostituées. Je pense que ma sœur était maniaco-dépressive et qu'elle n'a pas bénéficié de l'aide dont elle aurait eu besoin. Alors elle s'est tournée vers les médicaments. Elle pratiquait l'automédication. Mais elle est devenue accro aux mauvais médicaments et ça l'a perdue. L'histoire de Dana Feazell est similaire. Elle était toxicomane de longue date. Toutes deux étaient de jolies jeunes femmes. Elles étaient issues de très bonnes familles. Elles avaient tout pour elles. C'est tragique. Je ne sais pas pourquoi elles ont pris ce chemin. Personne ne le saura sans doute jamais. Quand on est arrivé, on a constaté à quel point l'endroit était sauvage, avec toute cette végétation, les serpents, les coyotes et les insectes. Pour nous, c'était impossible d'inspecter toute la zone pour rechercher d'autres victimes éventuelles. Les gardes-côtes mènent alors une recherche aérienne. Heureusement, il n'y a pas d'autres victimes. Les enquêteurs inspectent le périmètre, à la recherche d'indices permettant d'identifier le tueur. Le désordre règne sur la scène de crime. C'est pourquoi la police pense que c'est la première fois que le criminel a tué. Peut-être qu'il a été interrompu. À mon avis, il fallait qu'il soit très négligent pour laisser tous ces éléments derrière lui. Ça nous a permis de recueillir un grand nombre d'indices pour notre enquête. Près des corps, les enquêteurs trouvent deux serviettes blanches. On s'est demandé s'il y avait de l'ADN dessus. Est-ce qu'il leur a mis dans la bouche? Est-ce qu'il a mis une substance dessus qui l'a aidé à maîtriser les filles? La police trouve aussi des éclats de verre tombés par terre et plantés dans la jambe d'une des victimes. Elle a dû donner un coup dans une vitre de la voiture et elle s'est brisée en morceaux. Sur place, des canettes de bière ont l'air d'avoir été bues récemment. On les a ramassées avec l'espoir qu'elle nous apprendrait quelque chose. Les enquêteurs recueillent les indices un à un, mais pour le moment, ils n'ont aucune certitude quant à leur utilité pour retrouver la trace du tueur. Deux jeunes femmes sont mortes dans les marais du sud-est de la ville de Texas City, et les familles réclament des réponses. Peu importe ce qu'elles faisaient au moment de leur mort, personne ne mérite de mourir comme ça. Personne. Un profileur de la police pense que l'auteur de ces meurtres va de nouveau frapper. Il m'a dit, dans des termes on ne peut plus clairs, que cet individu allait faire d'autres victimes dans la région si on ne l'arrêtait pas, et qu'il fallait le retrouver le plus rapidement possible. Les meurtres, presque simultanés de deux jeunes prostituées dans un marais texan, mettent en alerte les policiers, car le tueur risque de frapper encore. En effet, criminologues et profilers savent depuis longtemps que les prostituées réveillent les instincts pervers et sanguinaires des psychopathes. Le tristement célèbre Jack l'Éventreur avait massacré 5 d'entre elles dans les bas quartiers de Londres à la fin du XIXe siècle. Autre difficulté à laquelle se heurtent les policiers, n'ayant généralement aucun lien avec leurs victimes, les tueurs en série laissent peu d'indices exploitables sur les scènes de crime. Dans l'affaire qui nous occupe, les experts ont dû se contenter de collecter des serviettes blanches, des débris de verre et des canettes de bière. Maigre moisson pour identifier un prédateur capable de récidiver d'un jour à l'autre. Peu de temps avant que les corps ne soient conduits à la morgue, un enquêteur distingue quelque chose sur l'une des victimes.
une tache de sang sur la cuisse gauche de Camille Kelleman et sur laquelle semble se distinguer une empreinte digitale. Chaque minute qui passe est du temps perdu pour l'enquête. Parce que les corps sont dehors, livrés aux éléments. Ils commencent à suinter et il y a des animaux qui les guettent, des insectes qui s'installent. Tout cela contribue à détériorer les corps. S'il s'agit bien d'une empreinte digitale, la prélever sera difficile. En effet, la peau est une surface poreuse et se détend facilement, deux caractéristiques qui rendent généralement impossible l'obtention d'une empreinte exploitable. Dans ce genre de cas, les chances d'avoir une empreinte utilisable sont très minces. La zone où se situe l'empreinte est aspergée d'une poudre chimique qui réagit aux protéines présentes dans le sang. La tache formée fait apparaître l'empreinte. Comme illustré dans cette simulation d'empreintes se formant sur la peau, la poudre permet de révéler les détails des sillons des empreintes contaminées par du sang. Chaque fois qu'il y a beaucoup de sang, il recouvre tous les sillons. Par conséquent, moins il y a de sang, meilleure est la qualité de l'empreinte quand vous la traitez avec de la poudre chimique. C'est pourquoi ce sont les parties contenant seulement très peu de sang qui apparaissent. L'empreinte obtenue n'est pas assez nette. Elle est donc envoyée au laboratoire du FBI à Washington, D.C. L'expert en analyse d'images, le Dr Vorder Brugge, va scanner l'image pour pouvoir travailler dessus. La texture de la peau au niveau de la cuisse de la victime a obscurci l'empreinte. Il y avait deux reliefs différents à traiter dans ce cas-là. D'abord, il y avait le motif de l'empreinte digitale elle-même, qui est très spécifique. Ensuite, le dessin de la peau, qui est différent de l'empreinte digitale. À l'aide d'un logiciel, le docteur Brugge va d'abord devoir identifier le motif de la peau de la victime pour pouvoir ensuite en enlever le maximum possible. On procède par tâtonnement. Ce n'est pas très différent de ce que fait un archéologue lorsqu'il se sert d'un pinceau minuscule pour enlever méticuleusement la saleté, le sable ou la terre, jusqu'à révéler l'objet d'origine, plutôt que d'y aller directement au marteau et au burin. L'ordinateur va permettre de discerner les motifs répétés de l'épiderme de la victime. Ce qu'on arrive à faire, c'est de se débarrasser de ces sillons en les éclaircissant jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Apparaît alors l'empreinte du tueur présumé. Reste aux enquêteurs à obtenir les empreintes d'un suspect pour effectuer une comparaison. Une autre trace recueillie sur la scène de crime, une empreinte de pneu, semble être un indice prometteur. La trace provient clairement du flanc d'un pneu. La qualité de l'empreinte d'un pneu dépend de la pression du pneu sur la boue, de l'humidité, du type de sol. Il y avait une chance sur 1 million que la trace de pneu soit aussi parfaite. L'empreinte est si nette que les techniciens de scène de crime peuvent lire la marque. On pouvait voir le logo tout entier, ce qui n'arrive pas souvent. La trace était en parfait état. Des moulages sont effectués. Ils sont examinés et les techniciens découvrent des marques inhabituelles sur la bande de roulement. On s'est renseigné auprès du fabricant qui nous a expliqué qu'il devait s'agir de pneus neige. Or, quiconque a déjà vécu dans la région sait qu'on n'a pas besoin de pneus neige par ici. Les enquêteurs demandent au fabricant de leur indiquer où ces pneus ont été vendus. Ces pneus ont été vendus quelque part au Colorado. Les techniques de prélèvement d'empreintes digitales ont enregistré des progrès considérables au cours de ces dernières années. Des poudres révélatrices à l'emploi de lumière forte et colorée en passant par les chambres de fumigation de colle forte, on arrive même aujourd'hui à révéler des empreintes anciennes ou exposées à l'eau. Tenez ainsi, dans l'affaire du Rainbow Warrior de Greenpeace saboté en 1985 dans le port d'Auckland par les services secrets français, les faux époux Thurange avaient pu être démasqués grâce à leurs empreintes digitales retrouvées sur le canon en caoutchouc utilisé durant l'opération. Par ailleurs, les marques de pneus peuvent être identifiées grâce à leurs dimensions, aux dessins spécifiques de leurs sculptures et aux traces d'usure.
Dans notre enquête, on a justement réussi à déterminer le type et l'origine des pneus de la voiture du coupable. Mais une fois encore, ces indices seront-ils suffisants pour identifier le prédateur ? À ce moment-là, je me suis demandé comment on allait pouvoir retrouver le tueur. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Face au meurtre de 2 prostituées, la police du Texas pense avoir affaire à un tueur en série potentiel. Pour moi, c'est un monstre. Je pense qu'on a tous pris la mesure du problème. On savait que ça se reproduirait si on tardait à l'attraper. On aurait une autre affaire de meurtre à résoudre. Les enquêteurs parlent avec des prostituées du quartier pour glaner des informations. Elles ont tout un tas d'infos sur ce qui se passe. Quand vous avez de bonnes relations avec elles, c'est incroyable la quantité de choses qu'elles peuvent vous dire. Elles savent tout ce qui se passe dans la rue. C'est ainsi qu'ils apprennent un fait capital. Une prostituée du quartier leur dit s'être fait agresser 3 jours avant les meurtres. Elle a été conduite jusqu'au même endroit et traitée de la même façon que les autres filles ont été traitées, d'après ce que l'on suppose. Elle déclare que l'homme a essayé de lui attacher les mains dans le dos avec du ruban adhésif à usage médical et de la bâillonner avec une serviette blanche. Par chance, elle a réussi à s'échapper. Heureusement, elle a réussi à se détacher et à se libérer. Elle avait envie de vivre et son instinct de survie a pris le dessus. Elle est parvenue à courir le long de ce chemin terrifiant et désert, et ça en pleine nuit pour atteindre l'autoroute. Elle a fourni une partie de la plaque d'immatriculation, C41. 3 sur 6, c'est pas mal pour ouvrir l'œil et faire des recherches. Bonne surprise pour les enquêteurs, elle a conservé la serviette utilisée par son agresseur pour la bâillonner. Il provient du même fabricant et présente la même densité de fil que celle retrouvée sur la scène de crime. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a cette débrouillardise qui vient de la rue. Elle fait ça depuis de nombreuses années et je pense qu'elle a déjà connu ce genre d'expérience. Une situation où elle n'a pu compter que sur elle-même pour rester en vie. La police quadrille la zone, à la recherche d'un homme et d'une voiture correspondant au signalement. Le fichier des immatriculations fournit une longue liste de véhicules à vérifier. On a interpellé plusieurs hommes de type hispanique conduisant une petite voiture blanche. Et on les a conduits au poste. On a prélevé leur ADN, on a pris des photos de leurs pneus, on a étudié la moindre piste. 3 jours plus tard, l'enquêteur Paul Edinburgh se rend au poste de police quand il croise un véhicule suspect qui se dirige vers la sortie de la ville. J'ai regardé vers la droite et il y avait une petite voiture blanche à 4 portes. Ça a attiré mon attention et j'ai vu que le numéro de la plaque commençait par C41. Je crois que là, mon cœur s'est arrêté. Edinburgh oblige le véhicule à se garer sur le bas-côté. Le conducteur est José Castillon, 30 ans, employé d'une maison de retraite. J'ai vu son avant-bras avec le tatouage du poignard et l'espace de 2 ou 3 secondes, je suis resté sidéré. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que cet homme était celui que tout le monde recherchait. Fait intéressant, le beau-père de Castillon était un agent de police du Texas. L'unique démêlé de Castillon avec la justice concerne une condamnation pour un délit mineur pour lequel il n'a pas fait de prison. Interrogé, Castillon nie être impliqué dans les 2 meurtres. Il est arrivé récemment au Texas. Il est originaire du Colorado où il a acheté des pneus neige de la même marque que celle qui a été identifiée sur la scène de crime. Il y avait une très grande ressemblance entre les empreintes de pneus laissées par le véhicule de l'accusé et les moulages faits sur la scène de crime, tant au niveau des motifs que des dimensions, que du logo lui-même. Les enquêteurs remarquent que la lunette arrière de la voiture de Castillon est cassée. Les éclats de la vitre sont comparés à ceux retrouvés sur l'une des victimes.
L'indice de réfraction, qui mesure la vitesse à laquelle la lumière traverse le verre, est identique dans les deux cas. Enfin, les enquêteurs comparent les empreintes digitales de Castillon à l'empreinte ensanglantée retrouvée sur la cuisse de l'une des victimes. Elle correspond à celle du majeur de sa main droite. Ça a été un grand moment, le moment où tout s'est joué, parce qu'on avait un dossier solide et il n'y avait plus qu'à passer le relais à la justice. On tenait notre homme, il n'y avait plus de doute possible. 2 jours après la mort de Dana Fiesel et de Camille Keleman, José Castillon est inculpé de meurtre. Mais le procureur cherche à découvrir son mobile. Les enquêteurs pensent que les canettes de bière collectées sur la scène de crime ont été bues par le suspect et qu'il était ivre. Avec les codes barres, on a demandé aux fabricants de retrouver à qui les canettes avaient été vendues. Et c'est comme ça qu'on est remonté jusqu'à cette épicerie. Grâce au témoignage d'une prostituée, le tueur en série a pu être identifié et arrêté. Il se nomme José Castillon. Il porte un tatouage sur l'avant-bras droit. Sa voiture correspond à celle décrite par le témoin. Elle est équipée de pneus neige dont l'empreinte est identique à celle recueillie sur la scène de crime. Une de ces empreintes digitales coïncide avec la marque prélevée sur la cuisse d'une victime. Enfin, pour ne laisser aucune place au doute raisonnable et emporter l'adhésion unanime des membres du jury, lorsque le procès aura lieu bien sûr, les enquêteurs s'efforcent de démontrer que les canettes de bière trouvées près des cadavres ont bien été achetées et consommées par le suspect. Le registre informatique du magasin révèle qu'un homme a acheté ces bières la nuit où ont eu lieu les meurtres. Grâce au reçu, les enquêteurs ont l'heure à laquelle le pack de bière a été acheté. De plus, le client a payé par chèque. Le chèque est d'un montant de 19,68 $ et il est signé José Castillon. Qu'en est-il des serviettes blanches? Castillon travaille dans une maison de retraite où l'on utilise quotidiennement des centaines de serviettes blanches. Ils nous ont conduits dans la buanderie. On a fouillé, on a trouvé des serviettes. Elles étaient identiques, du même fabricant. Elles avaient la même épaisseur de fil, le lien était indiscutable. D'après l'accusation, José Castillon aurait fait monter les 2 victimes dans sa voiture en même temps. Ensuite, il a jeté négligemment ses canettes de bière par terre. Le code barre prouve que Castillon les a achetées. Castillon aurait ensuite ligoté les 2 femmes, avant de les bâillonner à l'aide des serviettes volées sur son lieu de travail. Pour tenter de s'échapper, l'une des jeunes femmes a donné un coup dans la vitre arrière de la voiture et l'a brisée. C'est à ce moment-là que des éclats de verre sont rentrés dans sa jambe. Après les meurtres, entraînant les corps dans l'herbe, Castillon a laissé son empreinte digitale sur la cuisse de Camille Keleman. De plus, en quittant les lieux, il a laissé les empreintes de ses pneus dans la terre humide. Je ne peux pas imaginer. Je n'ai pas envie d'imaginer ce qu'elles ont vécu. Elles sont sans doute sorties en se disant qu'elles allaient s'amuser et faire la fête. Mais elles sont montées dans la mauvaise voiture. Elles étaient amies, elles sont montées dans une voiture et l'une des 2 a vu l'autre mourir sous ses yeux. Les techniciens de scène de crime ont travaillé vite et dans des conditions difficiles. Et ils ont réalisé un miracle en récupérant l'empreinte sur la peau d'une des victimes. Ensuite, un logiciel très performant a permis d'améliorer la qualité de cette empreinte pour prouver sans l'ombre d'un doute que José Castillon est le tueur. L'empreinte du pneu a également joué un rôle important dans cette enquête. On ne pourra jamais reproduire les mêmes traces de pneus. Des empreintes aussi nettes, c'est exceptionnel. Il a laissé tellement d'indices derrière lui. Il a vraiment été négligent. C'est presque comme s'il avait voulu se faire prendre. Parce que dans la plupart des enquêtes, on ne relève pas autant d'indices.
Là, il y avait des preuves à l'appel. Castillon accepte de plaider coupable face à l'accusation de meurtre et d'enlèvement. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de remise de peine. C'était incroyable. Il a préféré plaider coupable et écoper d'office de 2 peines de prison à vie consécutives. Personne, et probablement pas José Castillon lui-même, ne connaît la raison de sa haine envers les femmes. Je ne peux m'appuyer que sur ce que le psychiatre nous a expliqué lorsqu'on l'a rencontré. Ça aurait commencé par un besoin de contrôle, de domination, une haine envers les femmes. Et il a dit que ça se manifestait d'abord par des actes de violence mineure, mais que ça se transformait peu à peu en quelque chose de plus brutal. Et puisqu'il avait franchi un pas et tué, ça ne pouvait aller qu'en empirant. La nature de ces crimes indique qu'il aurait pu devenir un tueur en série. Mais l'excellent travail des techniciens de scène de crime et la technologie qui a contribué à obtenir l'empreinte ont fourni toutes les preuves nécessaires pour l'empêcher de faire d'autres victimes. Le fait qu'une nouvelle technique ait été utilisée pour rendre l'empreinte digitale exploitable et recevable devant la Cour, ça a été capital dans cette affaire. Ce qu'il y a de formidable dans cette technologie, et dans cette affaire en particulier, c'est qu'elle a fait d'un indice a priori inutilisable un élément de preuve majeur pour le procureur. Si vous avez une empreinte digitale qui est acceptée devant tous les cours du pays comme un élément de preuve probante, et si vous avez le corps d'une femme sur lequel se trouve l'empreinte digitale d'un individu, une empreinte sur sa peau, une empreinte pleine de sang, à quelle autre conclusion peut-on arriver si ce n'est que cet homme se trouvait bien là? Il a manipulé le corps à un moment donné et il y avait du sang dessus. Les femmes prostituées sont souvent les cibles des tueurs en série car elles alimentent leurs fantasmes pervers. Elles incarnent symboliquement la mère mal aimante et souvent violente qui a perturbé leur enfance. En les dégradant, en détruisant leur visage et leur corps, les psychopathes exercent leur vengeance et tentent de détruire du même coup les monstres qui gouvernent leur esprit. Ainsi en fut-il de William Lester Stuff, un homme apparemment au-dessus de tout soupçon qui, entre 1986 et 1991, viola, tortura et assassina une vingtaine de prostituées. Pour accomplir sa macabre besogne, Stuff avait aménagé son van en salle de torture. Tout comme José Castillon, il fut arrêté lors d'un banal contrôle routier. Bien qu'il n'ait avoué aucun de ses crimes, il fut reconnu coupable grâce aux preuves matérielles et condamné à la peine capitale. Il croupit depuis 20 ans dans le couloir de la mort. Mais le plus terrifiant n'est-il pas que dans leur immense majorité, les tueurs en série sont apparemment équilibrés et sains d'esprit? Ce qui appelle une seconde question. Comment un individu peut-il s'avérer dénué de toute humanité sous des apparences normales? Eh bien, c'est sur cette question que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.